Voilà. Alors, quoi de neuf en hypnose ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouvelles données, des choses qui peuvent révolutionner ou continuer? Révolutionner, je ne sais pas, mais c'est surtout que l'hypnose est un mouvement perpétuel, j'allais dire, donc on ne peut pas dire de révolution. C'est une évolution permanente avec d'autres techniques, plus ou moins, enfin c'est de la communication, donc la communication évolue en permanence. Voilà, il n'y a pas forcément de révolution. Quand on enseigne l'hypnose, et qu'on la pratique depuis longtemps, comme vous, on se tient au courant, on regarde les différents courants mondiaux. Oui. Mondiaux peut-être pas, mais l'avantage de la France, c'est que ça, on est quasiment à l'avant-garde des nouveautés, donc on est en permanence en formation. Quand on est formateur, on est en permanence en formation aussi. Voilà. À chaque fois, il y a une nouvelle technique, une nouvelle approche différente qui nous enrichit systématiquement. On est loin maintenant d'Erickson, entre guillemets. Par exemple, des nouvelles techniques, de nouvelles approches. Il y a ce qu'on appelle l'HTSMA, qui est une technique qui regroupe 3 techniques: l'hypnose, les thérapies solutionnistes et le MDR. Ensuite, il y a des thérapies narratives, il y a beaucoup de choses. On n'a pas le dessin aussi, ça évolue en permanence. Le dessin? Oui, le dessin narratif. C'est-à-dire? Au dessin stratégique, on va faire dessiner, puis on va faire évoluer les gens en fonction de ça. Voilà. Est-ce que ces techniques, on arrive à les intégrer tout de suite dans les formations? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 courants. Il y a ceux qui, comme nous, ici, on préfère que les gens commencent à avoir une pratique de l'hypnose classique, enfin classique, ce qu'elle enseigne, et ensuite, comme un perfectionnement. Et d'autres écoles font directement sans que les gens aient une formation à l'hypnose. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par l'hypnose et ensuite, une fois qu'on a la pratique, qu'on est à l'aise avec toutes ces techniques, on va faire autre chose. Dans les élèves de cette semaine ici à Biarritz, encore des nouveaux profils que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir? Non, on a toujours les mêmes profils, un psychologue, anesthésiste, infirmière, kiné, voilà, en gros c'est ce qu'on a. Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent? Ah oui, oh là là, oui. Puisque, indépendamment de ma pratique ici, je vais dans des hôpitaux, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui nous demandent de former leur personnel. Donc d'une manière un peu plus spécifique, puisque c'est uniquement la douleur qui les intéresse. Là, dernièrement, j'ai commencé à Bagnols-sur-Cèze, et je formais des gens à Bayonne, je m'occupe du personnel de l'hôpital de Perpignan, voilà, il y a une demande énorme. Au début, j'imagine qu'il y avait beaucoup de scepticisme par rapport à l'hypnose. Oui. Ça évolue favorablement. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a une évolution importante, sauf que les médias, on ne les intéresse pas tellement. Ils préfèrent du sensationnel on n'en fait pas. Ce que je veux dire, c'est que, je donne un exemple, ce que fait Mesmer à la télévision, moi je l'ai appris il y a 40 ans. C'est moi, je ne fais pas de spectacle. Voilà. Un petit parallèle avec la prise de médicaments et... Alors ça, je peux en parler, je suis à l'aise puisque je suis neuropsychiatre, donc je prescrivais des médicaments, sauf que grâce à l'hypnose, je prescrivais encore des médicaments, il n'est pas question de les opposer, hein, sauf que j'en prescrivais beaucoup moins et beaucoup moins longtemps. Donc c'est quand même un avantage considérable. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas question de les opposer? Pourquoi pas? Je vais donner un exemple. J'ai un patient, par exemple, qui s'est arrivé à l'époque, qui courait après sa mère avec une hache pour lui couper la tête. Est-ce que j'ai le temps de lui faire de l'hypnose? Il faut que je mette un médicament. Voilà. Et ensuite, on peut travailler comme ça. Et hier, j'ai fait une supervision avec des gens qui travaillent ici, enfin qui ont déjà une formation à l'hypnose depuis longtemps. Pareil, quand il y a des accès de violence, on peut donner des médicaments. Pourquoi opposer? Mais ça, je crois que c'est typiquement français. On fonctionne un petit peu d'une manière binaire. On est pour ou contre, mais au milieu. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les médicaments. Ça sert, hein. Même dans une dépression nerveuse, il y a des dépressions très graves. Il faut quand même donner un traitement et en même temps associer l'hypnose. Comment sont vos relations avec vos ex-collègues neuropsychiatres ou psychiatres? Ça va très bien, très bien. Il y en a de moins en moins des neuropsychiatres. Je fais partie des dinosaures. Hein.
Quand vous discutez avec eux, il y a encore du scepticisme par Il y a encore un peu de scepticisme. On a la possibilité, en prenant des exemples, en parlant avec eux, leur montrer que l'hypnose existe. En plus, maintenant, quand même, les découvertes des neurosciences valident ce qu'on disait avant d'une manière empirique. Donc il y a de moins en moins de discussions parce qu'on a des preuves de l'existence de l'hypnose. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que vous voyez comme évolution là, très rapidement? Qu'est-ce que vous attendez, vous, maintenant, là, puisque vous faites le tour de tout, vous regardez tout, qu'est-ce qui peut se passer de plus? Qu'il y ait de plus en plus de monde qui en fasse et qu'on arrive à prendre en compte vraiment, puisqu'on n'est pas reconnu encore pour les autorités, à part la douleur. L'hypnose n'a pas d'existence officielle. Les médecins n'ont pas le droit, et les infirmiers non plus d'ailleurs, n'ont pas le droit de mettre sur leur plaque hypnose. Par contre, n'importe quel charlatan peut marquer hypnose et on ne dira rien. Nous, on n'a pas le droit. Si on arrive déjà à avoir cette reconnaissance, je pense que l'hypnose va faire encore un progrès plus grand.